On dit souvent qu'il faut éviter Kubernetes lorsque les besoins sont simples, mais du coup, c'est quoi les meilleures solutions? Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les trois services cloud de conteneurs principaux, donc AWS, Azure et GCP. Il y a encore plein d'autres plateformes as a service qui sont classées dans différentes catégories. Par exemple, pour tout ce qui va être généraliste, on va retrouver Fly.io, Digital Ocean App Platform, Heroku, etc. Pour tout ce qui est spécialisé front-end, on peut retrouver Vercel ou Netlify. Et pour tout ce qui est spécialisé back-end, on va retrouver Firebase ou Supabase. Donc tout ça, c'est surtout utilisé par les développeurs, mais ici, on va se limiter aux trois cloud providers principaux. Premièrement, sur AWS, le service va s'appeler AppRunner. Donc les avantages, ça va être la simplicité et la rapidité. Ça reste plus simple que C2 ou ECS. ECS, c'est quoi? C'est un orchestrateur de conteneurs, mais c'est pas basé sur Kubernetes, c'est une solution AWS. Moi, je pense personnellement que c'était bien quand Kubernetes n'était pas mature, mais maintenant, je sais pas si ça vaut le coup parce que ça reste quand même complexe et on subit aussi le vendor lock-in parce que ce service, bah, on le retrouve uniquement sur AWS. Et EC2, c'est le service pour créer des instances. Donc ça reste bien si on veut garder le contrôle, mais ça reste quand même un casse-tête opérationnel. Parce que bah, ça nécessite plus de maintenance et c'est ce qu'on veut éviter ici. Deuxième avantage, le pricing est raisonnable. Donc, c'est pas la folie, mais ça reste OK. Et dernier avantage, ça va être gestion automatique du cycle de vie. C'est-à-dire, il y a une prise en charge de tout ce qui est CICD, mais c'est la base de ce genre de service. Et pour les désavantages, donc premier point, il n'y a pas de scaling à zéro possible et ça, c'est catastrophique parce que pour des applications qui sont peu sollicitées, ce qu'on veut, c'est payer uniquement à l'usage et surtout, le scaling à zéro, c'est une feature qui est demandée depuis la création du service en 2021. On peut voir que c'est la feature la plus demandée et elle est toujours ouverte. Et là, comme vous le voyez, on est en 2025, bien avancé dans l'année et il y a encore des gens qui demandent, cette feature. Donc moi, personnellement, rien que pour ce désavantage, j'utiliserai pas ce service. Ensuite, les performances sont moyennes, donc il y a des lenteurs de déploiement, ça peut prendre plusieurs minutes. Ensuite, il y a de la complexité au niveau de la configuration réseau, notamment pour tout ce qui est intégration RDS et gestion des VPC. La gestion des logs est incomplète et c'est un projet qui est en stagnation. Donc ils vont continuer à mettre à jour les versions de tout ce qui est Node.js, Python, etc. et apporter aussi quelques correctifs mineurs. Par contre, lorsqu'il faut ajouter des features, là c'est zéro. Cette année, par exemple, il n'y en a pas eu. Donc pour résumer, c'est simple et rapide à mettre en place, mais derrière, ça souffre de limitations, ça manque de fonctionnalités et l'évolution future, elle est inquiétante. Deuxième service, ça va être Azure Container Apps. Premier avantage, donc cette fois-ci, on a le scaling à zéro. Ensuite, l'expérience est simplifiée, donc c'est une abstraction qui est basée sur Kubernetes. Donc derrière, la gestion, elle est simplifiée et les déploiements sont plus faciles. Troisième avantage, ça va être l'intégration. Donc il y a une intégration native avec Dapper. Bon, je vais pas faire l'ancien, je vais juste dire Dapper, mon accent anglais est pas fou. Donc Dapper, c'est quoi? C'est une boîte à outils qui va aider les microservices à communiquer plus facilement. Et il y a aussi une intégration facilitée avec tout l'écosystème Azure. Quatrième point, support multi-conteneur et réseau configurable. Donc ça va simplifier tout ce qui est architecture microservice. Et dernier point, ça va être maintenance planifiée et sécurité. Donc il y a des facilités pour gérer tout ce qui va être diagnostic, gestion de log et gestion des secrets. En termes de désavantages, la documentation, donc parfois elle est un peu imprécise. Ensuite, performance variable selon le workload. Donc parfois il y a des lenteurs lors des démarrages à froid ou lorsqu'on veut scaler. Ensuite, fonctionnalité avancée limitée, c'est-à-dire que Container Apps va exposer des choix qui sont déjà faits par Microsoft, c'est-à-dire qu'on va te forcer avec des choix par défaut. Et s'il y a besoin de plus, bah, généralement il faut passer sur du Kubernetes. Et dernier désavantage, ça va être le prix pour les gros volumes. Donc, lorsqu'il y a beaucoup de microservices ou des gros besoins en termes de scalabilité, là, la facture, elle peut monter assez vite par rapport à Kubernetes. Mais c'est normal du coup parce que c'est adapté pour les applications qui sont légères ou moyennes. Pour résumer, c'est une bonne solution pour les applications qui sont simples et modernes. Et notamment, il y a une bonne intégration avec l'écosystème Azure. Donc, pour les personnes qui utilisent déjà Azure, ça vaut le coup. Et dernier service de la comparaison, ça va être Google Cloud Run. Donc là, pareil, on va aussi retrouver du scaling à zéro. C'est ultra simple à utiliser. Donc parmi les trois, c'est le plus simple. Ensuite, c'est flexible et portable parce que ça fonctionne avec n'importe quelle image de conteneur. Donc c'est agnostique. Et donc, il n'y a aucun vendor lock-in. Donc ça va faciliter la transition vers Kubernetes si on a besoin d'évoluer plus tard. En termes d'intégration, donc comme Azure, ça facilite l'intégration avec tous les autres services Google. Le prix est très avantageux, donc parmi les 3 c'est le moins cher. Donc là, il y a 2 raisons. Premièrement, le free tier, il est généreux et ensuite, la facturation, ça va se faire par tranche de 100 millisecondes. Et enfin, ça permet aussi de faire des stratégies de déploiement avancées, notamment de faire des déploiements blue-green
et de la répartition de trafic. En termes de désavantages, on va retrouver la latence au démarrage à froid, mais ça concerne tout ce qui est serverless. Et là, on va parler de quelques secondes. Ensuite, ça reste limité pour tout ce qui est architecture complexe. Mais bon, là, généralement, si on a besoin de plus, on passe à Kubernetes. Et dernier désavantage, ça va être l'interface web qui est un peu chaotique. Moi, personnellement, j'ai plus l'habitude d'utiliser AWS. Et c'est vrai que les quelques fois où j'ai utilisé Google, je me sentais un petit peu perdu. Après, je pense que c'est plutôt une question d'habitude. Donc, pour résumer, Cloud Run, c'est parfait pour les personnes qui veulent utiliser un service simple, rapide et portable. Donc, le fait de pouvoir bouger facilement vers Kubernetes si on a besoin d'évoluer, pour moi, c'est le gros plus. Donc, maintenant, je vais faire une démo ultra simple où je vais déployer une image Nginx via Cloud Run. Donc, en gros, quand une requête va arriver, Cloud Run va lancer une instance et va la gérer. Donc là, je suis sur le service Cloud Run. Je vais simplement cliquer sur créer un service. Donc là, ce que je veux, c'est déployer une image de conteneur existante à partir du Docker Hub. Donc, je vais mettre Nginx. Nom du service, ça s'est mis automatiquement. Région, je choisis Paris. Ensuite, authentification, donc moi je veux autoriser l'accès en public. Pour la facturation, je veux que ça soit basé sur les requêtes, donc c'est le principe du serverless. Ensuite, autoscaling, donc je vais laisser 0, c'est ce qui permet d'économiser de l'argent. Donc là, je vais laisser l'accès direct au service depuis Internet. Et là, on peut voir qu'on a 4 onglets pour personnaliser les choses. Premièrement, les paramètres de conteneur, ensuite les volumes, le réseau et la sécurité. Donc là, au niveau du port, Nginx utilise le port 80. On peut aussi personnaliser la commande et les arguments du conteneur. Donc ça, c'est similaire à ce qu'on retrouve dans les Dockerfiles. On peut aussi définir l'allocation de ressources mémoire et CPU. Là, je vais laisser par défaut. Et on peut même ajouter une vérification d'état. Donc là, comme on peut le voir, il y a la vérification au démarrage et la vérification de l'activité. Donc, pour ceux qui connaissent Kubernetes, c'est les readiness et les liveness probe. Je peux aussi ajouter un conteneur. Donc, il y a de la gestion multi-conteneur. Donc, je peux aussi personnaliser moi-même les requêtes, choisir un environnement d'exécution, gérer le scaling de révision et effectuer une connexion au service cloud SQL. Donc, c'est vraiment pas mal en termes de fonctionnalité. Là, c'est une démo simple, donc je vais laisser les valeurs par défaut. Dans l'onglet volume, on a aussi la capacité d'ajouter directement un volume. Dans l'onglet réseau, on peut cocher aussi certaines options si on a des besoins spécifiques. Et dans l'onglet sécurité, on peut choisir un compte de service dédié et choisir le chiffrement. Et bien sûr, j'allais oublier, mais on peut aussi directement gérer tout ce qui est variable et secret dans l'onglet dédié. Donc maintenant, je vais créer le service. Là, on peut voir que c'est en cours de création et ça a pris même pas 5 secondes. Et donc là, je peux cliquer directement sur l'URL qui est fournie. Et j'ai bien mon Nginx qui répond. Et donc à droite, il y a un onglet YAML qui permet de voir ce qui se passe vraiment en arrière-plan. Donc là, je ne vais pas l'afficher parce qu'il y a des informations sensibles. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'ils utilisent Knative. Knative, c'est ce qui permet de faire du serverless directement dans Kubernetes. Dans l'onglet observabilité, je vais avoir accès à tout ce qui est métriques, journaux, SLO et erreurs. Et il y a aussi d'autres onglets pour gérer tout ce qui va être déclencheur, réseau, sécurité. Donc là, le but, c'est pas de rentrer ultra loin dans les détails. Voilà, c'était juste pour faire une présentation globale. Voilà, donc c'est un service assez complet et très simple à utiliser. Donc c'est parfait si on n'a pas envie d'aller sur Kubernetes directement. Conclusion, le grand gagnant, c'est le service de Google. Très simple à utiliser, c'est le moins cher et il n'y a pas de vendor lock-in. En deuxième place, on a Azure. Donc, c'est un très bon service aussi. Il est simple à utiliser, on a une bonne intégration et il y a des bonnes fonctionnalités de maintenance. Et en dernière place, le service appreneur d'AWS. Donc, ça, c'est plutôt à éviter. Pourtant, de manière générale, j'utilise beaucoup les services AWS, mais là, pour ce cas précis, c'est à éviter. Et donc, pour en revenir à Kubernetes, on dit souvent qu'il faut éviter d'utiliser Kubernetes si on n'a pas des besoins spécifiques, mais la réalité, c'est que ça devient de plus en plus accessible. Premièrement, rien ne nous oblige à mettre en place des optimisations complexes. Donc tout ce qui va être service mesh, autoscaling avancé ou sécurité avancée. Voilà, donc on peut très bien commencer avec un cluster cloud manager avec deux-trois nœuds, déployer quelques applications, avoir une observabilité de base et faire évoluer l'infrastructure au fur et à mesure des besoins. Et maintenant, les cloud providers, ils proposent aussi des clusters Kubernetes en mode automatique. Sur AWS, ça s'appelle EKS Automode. Sur Azure, ça s'appelle AKS Automatique. Et sur Google, ça s'appelle GKE Autopilot. Et donc là, comme on peut le voir pour EKS, en plus d'avoir la partie control plane qui est managée, on va aussi avoir tout ce qui est storage, compute et réseau, et une partie des instances EC2 qui vont être managées, donc un petit peu la partie worker. Et donc le client, lui, ce qu'il a à charge, c'est simplement le load balancer, les volumes et le workload. Donc on tend de plus en plus vers la simplification de Kubernetes. Moi, je trouve que c'est un bon point. Donc la question à se poser maintenant, c'est est-ce que ces clusters en mode automatique vont remplacer les services de conteneurs
comme ceux qu'on a vus dans la vidéo. Ça reste à voir, notamment en fonction des coûts, je pense. Moi, personnellement, je préfère quand même garder le contrôle et ça coûtera aussi moins cher. Mais ça peut être une bonne solution pour ceux qui veulent pas se prendre la tête ou ceux qui débutent avec Kubernetes. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de tous ces services managés et des clusters Kubernetes en mode automatique. Comme d'habitude, vous trouverez le guide WSL dans la description si ça vous intéresse. Merci pour votre temps, abonnez-vous, likez et je vous dis à la prochaine.